Vive Afrique sur Vivre Sida, c'est le numéro 277. On est le 30 mai 2006. Bonjour Rida, bonjour Hassen. Bonjour Maya. Bonjour Julie, on est nombreux Une fois de aujourd'hui. plus, oui. Hein Comment on fait un tour de table, on présente d'abord notre invité. Qui se souvient de son nom et son prénom? C'est Tariq Aslam. Bravo. C'est Tariq Aslam. Bonjour, merci de cette invitation. Voilà, bonjour, bienvenue à l'émission. Tariq Asla est un médecin hépatologue, spécialiste des hépatites, un sujet qui nous préoccupe, qui vous préoccupe aussi parce que parmi les séropositifs et en particulier ceux d'origine maghrébine, il y a beaucoup de personnes co-infectées qui ont en plus du VIH l'hépatite C. Voilà. C'est bien ça, Maya? Oui, c'est très, Je me tout à trompe fait pas. cela. Non. Bon. C'est sympa non mais c'est sympa d'avoir un médecin là aujourd'hui, puis d'autant plus surtout qu'on avait décidé il y a quelque temps de faire une émission spécial pour parler voilà, de l'hépatite C, des parce que c'est traitements, vraiment un sujet qui nous concerne. Ben oui, c'est effectivement du travail chaque semaine pour faire venir nos invités et pour préparer l'émission. Je suis à votre disposition et c'est avec plaisir. Voilà, merci, vous Merci. l'avez entendu. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur la co-infection, sur l'hépatite C. Le numéro du studio pour les auditeurs, c'est le 01 40 05 06 10. Donc si vous avez des questions sur l'hépatite C, ça c'est la première fois qu'on teste un petit peu pour voir s'il y a des gens à l'écoute qui vont décrocher le téléphone. 01 40 05 06 10. Alors la suite, le reste du sommaire aujourd'hui, on parlera évidemment avec Tariq Asla. L'émission en images sur Google Vidéo, on va vous dire un tout petit peu de quoi il s'agit. Tremplin backstage, Julie est avec nous pour la 3e semaine, c'est-à-dire qu'elle nous adore, qu'elle nous aime beaucoup. Et que dans 2 jours, il y aura ce tremplin backstage, une soirée qui sera certes inoubliable, elle n'est pas encore puisqu'elle n'a pas eu encore lieu. Et le tremplin backstage a décidé de soutenir les familles vivant avec le sida, ça c'est pour le sommaire. Plus d'infos plus tard dans l'émission. Café et lunettes rouges, ça sera notre rubrique la discrimination de la semaine. Voilà. Après le séjour de ressourcement et la plateforme interassociative pour la prévention, découvrez le café et lunettes rouges. Enfin donc avec Tariq Asla, on parlera d'un sujet qui fait mal, qui n'est pas facile à aborder, c'est la mortalité liée à l'hépatite C et à la co-infection. Donc voilà le thème aujourd'hui. Le numéro du studio, composez le 01 40 05 06 10. Et enfin, deuxième partie de l'émission, ça sera notre entretien choc avec Willy Rosenbaum. C'est avec Maillard qu'on a fait ça. Quel souvenir tu as gardé de cet entretien? Un peu houleux. Oui, très houleux, mais on diffuse, on ne sait pas exactement. Il donne des réponses, mais bof, c'était. Ça manquait de clarté. Voilà, tout à fait. Bon, vous écouterez en vrai un peu plus tard Maghreb Afrique, survivre au sida. Place à l'actualité introduite par la piste 4 et avec la suite de l'émission. L'émission en images sur Google Vidéo, Maya. Parle-nous de ça. Alors, c'est quoi? On fait plus de la radio, on fait de la télévision maintenant? La semaine dernière, il y a un ami, notre ami réalisateur franco-libanais, voilà. Maher Abissamra, oui. Voilà, nous a filmé avec sa petite caméra et a mis ça sur Google. Alors c'est Google Vidéo, c'est très simple, vous faites www.googlevideo et vous faites des recherches sur VIH en fin de compte et vous tombez sur nous. Alors surtout le plus simple c'est de passer par notre site quand même, c'est survivreausida.net, on n'a pas encore donné l'adresse. Voilà. Tu peux la donner Hassen? www.survivreausida, tout collé.net. Voilà. Et la vidéo de mardi dernier, vous les avez regardées tous les moi deux? j'ai vu. Très bien, chez moi ça passe bien, impeccable. Il y avait le slam de Catherine. Il y avait Hassen, Hassen au micro, avec le texte de Solanco. Il y avait un petit texte de Solanco très sympathique. Très beau et texte. on a entreaperçu Julie sur les images ainsi que d'autres amis qui nous rendaient visite. Julie, t'es allée regarder sur survivreausida.net les vidéos de l'émission? En fait, j'ai regardé le site, mais j'ai pas vu qu'il y avait des émissions en fait. Parce qu'on a regardé ce week-end avec toute l'équipe backstage, mais on n'a pas fait attention aux vidéos. Et Tariq Asla, donc je vais regarder ce soir. Voilà, c'est pour rattraper. Les bonnes résolutions. Vous aussi, si vous n'avez pas encore vu les images de l'émission,
En studio avec nous, il y a Eric, un ami de Jamal, qui est venu pour tourner l'émission aujourd'hui. Elle devrait être en ligne d'ici quelques jours, donc ne ratez surtout pas ça. C'est un moment historique. Ça fait 10 ans que l'émission est là. Là, on passe à la vidéo. Et puis c'est bien pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'avoir je vois que Voilà. Hassan, il a choisi une cravate bien avec une couleur qui pète pour bien ressortir sur les images. Tout le monde pourra confirmer ça en regardant la vidéo. Ça, c'est pour l'émission en images sur Google Vidéo. Deuxième point de l'actualité en matière de prévention. Avec la suite de l'actualité de Maghreb Afrique sur Vivre au Sida, Julie est avec nous pour nous parler de cette soirée. Ça va être, c'est pour bientôt là. Je sens que la tension monte et les choses se préparent. J-2 avant la soirée, donc voilà, donc la soirée. Tremplin backstage avec Le 1er juin au Canal Opus, le tremplin backstage. Donc je voulais en fait juste revenir sur le concert. Donc qu'est-ce qui va nous donner envie de casquer les 12 €. Exactement. De solidarité. Ça comprend la conso quand même. Une consommation, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est ouverture des portes à 21h. Donc à partir de 21h30, il y a un ami rappeur qui vient faire une première partie avec un show de breaker, donc de danse hip-hop. Et après, en fait, vous avez les deux groupes du tremplin, donc les deux finalistes, qui viennent faire une prestation chacun de 3/4 d'heure. Donc le premier groupe, c'est Bonobo, qui fait de la house, lounge, électro. Donc ça, ce sera les premiers qui vont passer à 22h. Et après, c'est Jamarki. Donc Jamarki, c'est un groupe de funk, c'est très sympa. Ils sont 10 sur scène, il y a des cuivres. Enfin, ça met vraiment ça bouge. Une très bonne ambiance, quoi. Ouais. Et en plus de ça, à la fin du concert, on aura un ami qui vient faire une prestation. Alors en fait, ça s'appelle du tricks. Donc apparemment, c'est du karaté acrobat. Oh là là. C'est très impressionnant. Donc on verra ça sur place. Mais apparemment, c'est assez impressionnant. Et donc après ça, tout ça, ça se finira vers minuit et demi au plus tard. Et après, on aura donc 2 DJ qui viendront pour continuer la soirée. Soirée clubbing, dansante, enfin ce que vous voulez, quoi. Jusqu'à 5h du matin. J'ai bien fait de prendre mon vendredi alors. Et donc, on est là-bas toute la nuit. tout au cours de cette soirée, donc vous avez une conso qui est comprise dans le prix des 12 €. Et après ça, en fait, si vous voulez continuer à consommer, la consommation est à 2 €. Voilà. 2 €, ça va. Voilà, c'est 2 € à €, d'autres endroits Tout parisiens. à fait. Non, c'est justement pour compenser le prix de l'entrée qui peut paraître. Alors explique-nous en quoi c'est de la solidarité de venir dans cette soirée alors. Alors en fait, la solidarité, elle est que nous sur les 12 € de l'entrée, on se fait 0 € en fait. Tout est reversé pour payer la salle en fait, voilà. Et en fait, nous, l'argent qu'on propose, enfin les bénéfices qu'on propose de vous apporter, en fait, c'est les bénéfices du bar qui resteront. C'est-à-dire que si jamais on remplit pas la salle, on compensera l'argent qui manque de la salle avec les bénéfices du bar et le reste vous reviendra. Et si jamais on arrive à faire les 300 entrées, parce que c'est un contrat à 300 entrées, ce qui serait royal, et ben tous les bénéfices du bar reviendraient au comité des familles. Voilà. Bon. Donc alors, on passe pour la bonne cause. On a encore 2 jours pour passer l'information. Voilà, donc il y a toutes les infos complètes sur le site sur vivrosida.net. C'est très bien expliqué. C'est parfait, donc allez voir sur le site. Vous tapez tremplin backstage dans Google et vous arrivez à l'invitation. Voilà. Donc sur vivrosida.net, allez-y, il y a toutes les informations. Et je serai là avec toute l'équipe, voilà, avec Tristan, Emric, Franck, Anne-Laure. Tristan qu'on a censuré. Hein. On voulait pas ils l'ont mis dehors. Voilà, on l'a mis à l'écart, on l'a recalé. En tout cas, on vous remercie. Donc on vous attend nombreux et on espère qu'il y aura plein de profits, plein de bénéfices pour
Beaucoup de sous. Voilà, Ouais. Tremplin Backstage, Première, c'est donc jeudi cette semaine, hein, c'est pas la semaine Le prochaine. 1er c'est juin, pas, c'est c'est le pas 1er demain, juin. c'est après-demain, Voilà. c'est le 1er juin à Le partir Canal de Opus. 21h, Canal Opus. Cent- L'adresse, chaque 167 semaine, on Quai de Valmy. on rend compte Dans de le 10e, discrimination. métro Louis Blanc. Jusqu'au métro Louis Voilà, Blanc, c'est la à lutte contre le sida. C'est On tout a à pas fait- parlé juste de à la côté, plateforme d'ici, interassociative tout à pour fait. la prévention. Voilà. On vous a parlé d'un séjour de ressourcement Le réservé numéro de aux téléphone, homosexuels. Et cette 06, semaine, on parle. Des lunettes 17 rouges. Voilà, les 58 lunettes rouges. 2000. Les endroits, lunettes un rouges. café. Qui Michael sont Jackson les- en avant-première. Alors, c'est promis. C'est Parole presque de ça, médecin. presque ça. Alors, un petit café, près de Bastille. Donc voilà, on vous attend nombreux en tout cas. Un quartier sympa. Oui, voilà, tout à fait. On Et aura le envie plus de de lieu, s'arrêter ouais, pour la prendre scène est très un dimanche après-midi. Mais bon, est-ce qu'on est bienvenu? Alors en fait, ça a commencé l'histoire, cette affaire La a commencé discrimination de la quand on a semaine. reçu Plus de un retours sur courriel, un mail, mail, c'est Jacques, comme il ça, faut que ça ça se passe de nos jours. Discrimination D'un certain Didier Dubois, qui avait entendu parler de l'ouverture du site seropo.net, animé Tout à entre fait. autres par Hassen. Entre Hein, autres. quand on attend les messages sur le site. Didier Dubois nous écrit: Bonjour, je m'occupe de séropositifs depuis 18 ans. J'ai passé 7 ans à Basiliade. Depuis le mois d'octobre 2005, j'ai créé le café Lunettes Rouges. Je suis hébergé au CGL, au Centre Gay Lesbien. Je ne demande pas d'argent. Simplement, pouvez-vous m'aider à faire connaître mon association? C'est quand même, d'une certaine façon, ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. D'avant, je vous remercie De la bien pub. cordialement. Alors tout D'accord. d'abord, moi j'ai appelé Didier Dubois, je lui ai proposé de venir à l'émission. Il m'a expliqué qu'il était en vacances jusqu'au mois de juin, donc il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. On espère qu'il viendra nous voir au mois de juin. Alors qu'est-ce que c'est le café Lunettes Rouges? Ce café, on peut y passer 5 minutes ou 3 heures, parler ou non, boire quelque chose ou non, bref, se sentir un peu moins seul. Chacun doit s'y sentir libre. Dans une société compassionnelle, là en fait c'est leur communiqué de presse pour présenter le café. Il manque toujours un peu de spontanéité, c'est que des belles choses Bien sûr, ça donne qui envie sont en tout écrites. cas. Et de vrais moments de rencontre. Le dimanche est une journée qui peut répondre à ce constat. Alors, là où ça coince, c'est quand le journal Têtu pose la question à Didier Dubois: les visiteurs sont-ils exclusivement des gays et des lesbiennes? Point d'interrogation. Réponse de l'intéressé: nous voulions nous concentrer sur la communauté gay. Et comme nous sommes hébergés par le CGL, la sélection s'est faite naturellement. Il y a une majorité d'hommes, mais je ne demande à personne s'il est homo ou hétéro, séropo ou non. Certains ont envie de garder le secret et nous respectons ce choix. Généralement, les nouveaux venus sont agréablement surpris. C'est-à-dire agréablement surpris par le fait que c'est On est en. Voilà. majoritairement ou exclusivement Gay. réservé aux homosexuels. hommes. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, aux hommes. Maya, toi qui es Bah, une Moi charmante qui ai femme, une charmante femme, ouais, non, mais tu sais, nous, en tant qu'hétéro-femmes, on accepte voilà. tout à Vous avez fait. beaucoup plus d'accès. On accepte tout à fait les homos, tu vois. Mais de là à se sentir exclu, c'est là où le bas blesse, en fin de compte, tu vois. Parce que ça aurait été peut-être un truc qui m'aurait intéressé, Bah ouais. mais puisque ça fait style café culturel, si on peut appeler ça, puisque c'est un café où on échange des idées, ceci et cela. Ça aurait été un truc qui m'aurait intéressé d'y être, tu vois. Mais le fait que ça soit réservé qu'aux homos, c'est là où ça me déçoit. C'est tout. Naturellement, il se dit que ça se fait donc naturellement. La sélection Bah, naturelle, la- c'est un terme qui sort de Bah, la sélection naturelle, ça veut dire. Je rappelle ce que Non. c'est dans la médecine, dans la science en tout cas. La sélection naturelle, c'est la race supérieure ou l'espèce supérieure Oui, voilà. qui prend le dessus sur les autres Voilà. et qui finit par établir petit peu, sa dominance. sa dominance. Voilà, ça- Donc, C'est un petit peu. Oui, voilà. c'est vrai, c'est un petit peu extrémiste. On est où, là Moi, c'est là où j'ai C'est sauté un au peu plafond quand j'ai lu extrémiste, ça. ce propos. quoi. Ce Hein propos. C'est vrai que le propos est un peu extrémiste. Hein, le fait de dire que la sélection naturelle, ça veut Julie dire quoi? Ça veut rigole. dire bah Écoutez, ouais, de voilà, rire en Julie, écoutant qu'est-ce ça. que tu penses de ça? Julie, tu avais Oui, entendu c'est parler vrai, Julie, du qu'est-ce que séjour t'en pour penses de ça, toi? ressourcement. Qu'est-ce que Quelle t'en est penses? ta réaction? Intéressant. Toi qui es extérieur à la Voilà. lutte contre le sida. Non, mais en fait, je trouve que le ouais, concept tout le monde puisse se du rencontrer bar, autour ce que super, disait Maya, voilà, est très. ça est peut très se faire fun. naturellement Ça aussi, pouvait être, quelque part. Ça pouvait être De ouvert à tout le monde. recevoir, tu peux Parce qu'en fin de accueillir, compte, il n'y a rien d'innovant dans ce qu'il fait, lui. C'est juste un bistrot pour gays. mecs, c'est tout. Hein, dans Bastille, il n'y en a Bah, pas, il y en a pas qu'un l'endroit est seul, il y en a sympathique quand même, plusieurs. parce que si t'as pas beaucoup, excuse-moi hein, Maya, mais si t'as pas beaucoup de sous et que t'es vers Bastille, que t'as pas beaucoup de thunes, s'il y a un endroit sympa où tu peux aller t'arrêter 5 minutes pour prendre un truc, c'est agréable. Ça peut être sympa quand même, parce que l'endroit est agréable. Mais Ouais, bon. agréable, mais il faut voir les C'est prix. non seulement qu'il n'y a pas d'équivalent pour les hétéros, enfin il n'y a pas de café ouvert et il n'y a même pas, et pire que ça, il n'y a pas de café qui reçoit tout le monde, quoi. Ou en tout cas qui a la volonté de mettre tout le monde à l'aise.
Tariq Asla, qu'est-ce que vous pensez vous suivez, je présume, des patients co-infectés, des personnes co-infectées qui vivent avec le VIH en plus des hépatites. Ce genre d'histoire, le sentiment parmi les séropositifs hétéros d'être mis à l'écart ou de passer avant les autres dans la lutte contre le sida, vos patients vous en parlent ? Non, je crois que c'est vrai que tous les combats doivent être menés. Il ne faut pas qu'il y ait de ségrégation. Il faut qu'il y ait pour tout le monde des choses faites. Là, pour ce lieu particulier, je ne me prononce pas avant de l'avoir observé ou d'avoir vu. Donc, je propose qu'on aille prendre un verre là-bas, qu'on voit les lieux, l'état des lieux, avant de se prononcer. Mais t'es un monsieur, tu pourras y aller. Mais moi, je suis une femme. Qu'est-ce que vous observerez, c'est-à-dire sur les comportements? Est-ce que tout le monde est reçu de la même façon? J'observe, c'est-à-dire qu'il peut ne pas y avoir. Je ne vais pas tirer de conclusion hâtive, et il peut ne pas y avoir de discrimination, uniquement des gens de même affinité ou de même culture commune, ou qui peuvent se rendre à un endroit qui fasse qu'ils soient majoritaires sans que d'autres personnes soient écartées. Donc c'est vrai qu'avant d'avoir une conclusion hâtive, j'inspecterai ou je regarderai et je verrai ce lieu. Très bien. Alors ça c'est, je réitère l'invitation de l'émission à Monsieur Didier Dubois, donc qui a créé le Café Lunettes Rouges. Une dernière note. Pourquoi ça s'appelle Lunettes Rouges? Eh bien, parce que Monsieur Didier Dubois porte des lunettes rouges. Alors Didier Dubois, si vous écoutez ce sujet, j'espère que tout cela ne vous effraiera pas. Nous, l'émission est ouverte. Oui, il n'y a aucun sectarisme ici et vous serez le bienvenu pour nous parler de votre projet et de votre café. À partir du moment où il est réellement ouvert à tous. À tous. Voilà. Et à toutes. Avec le docteur Tariq Asla, spécialiste des hépatites. C'est Hassen qui va nous présenter le sujet. Maghreb Afrique sur Vivre-Sida, la suite de l'émission. Vous arrive de l'hôpital Beaujon. Si vous êtes suivi là-bas pour votre hépatite, on lui passe le bonjour de votre part. Docteur, on va dire, et Tariq, alors merci d'être venu. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc je pense qu'on est nombreux comme moi et beaucoup de séropositifs qui sont concernés par le VIH et l'hépatite, qui ont aussi une hépatite C en plus, et qui, on voit que ça se passe bien, par exemple, avec les traitements, les trithérapies, tout ça. Donc on se dit, pourquoi pas essayer maintenant de s'occuper aussi de l'hépatite C. Donc pendant longtemps... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui avaient peur, qui n'osaient pas se soigner. Je pense, on était quand même nombreux à ne pas vouloir se soigner. Donc, est-ce que maintenant on peut, est-ce que pour ceux qui nous écoutent comment réagir? Est-ce qu'il faut aller, il faut se... Oui, tout à fait. Il y a des messages importants à faire passer. C'est que les traitements ont beaucoup progressé. Actuellement, pour traiter l'hépatite C, donc c'est une bithérapie qui associe de l'interféron pégylé. On fait une injection par semaine au lieu de 3 injections par semaine qu'on faisait avant les années 2001, associé à la ribavirine, des gélules qu'on prend matin et soir. On sait que ces traitements ont nettement progressé et on parle de guérison pour l'hépatite C en cas d'élimination du virus, ce qui n'est pas le cas pour tous les patients. Là, vous êtes allé un peu vite avec les noms des médicaments pour les personnes qui ne connaissent pas. Il faut comprendre que nous, par rapport à notre public, il y a aussi bien des gens anciens qui connaissent tout ça, qui vont dire pourquoi ils nous parlent encore de la même chose. Reda. Mais il y a aussi d'autres gens qui ne savent pas. Et nous, on croise des gens qui ne savent pas qu'ils sont co-infectés ou qui ne savent pas que c'est une autre maladie qui doit être prise en charge. Oui, bien sûr. En fait, les traitements, c'est 2 médicaments. Donc, de l'interféron pégylé, c'est une injection par semaine. De la ribavirine qu'on prend en gélule. Et ces médicaments, en fin de traitement, sur une durée de traitement d'1 année, on recherche le virus pour voir s'il est présent ou pas, si le traitement a fonctionné ou pas, si on a éliminé le virus. Alors c'est vrai que vous m'aviez invité, je vous en remercie. Éliminer le virus, ça veut dire que c'est pas comme le sida, parce que le sida, on sait que le sida, c'est le virus du sida, lui, il s'élimine pas. Qu'est-ce qu'il fait alors que l'hépatite C, là, vous dites que c'est possible de s'en débarrasser. C'est très différent en fait. C'est vrai que dans le sida, c'est des traitements qu'on appelle des traitements de longue durée de maintenance, où on va essayer de diminuer sa réplication, mais le virus est persistant, mais on contrôle la maladie. Alors que dans l'hépatite C, c'est très différent, c'est qu'on élimine le virus. Si après on recherche par des techniques de prise de sang le virus, on ne le retrouve plus pour les personnes qui ont guéri. Donc on parle de guérison et on dit guéri pour l'hépatite C, contrairement au sida où on dit personne en rémission, maladie contrôlée ou dans l'hépatite B. Et pourtant, malgré le fait que vous dites on peut guérir de l'hépatite C mais pas du sida, dans les faits, et c'est la raison première pour vous avoir invité à l'émission, l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida, vient de sortir une étude dans laquelle on apprend
qu'il y a presque 10 fois plus de personnes qui décèdent, qui meurent à cause d'une hépatite B ou C que le nombre de personnes qui décèdent du sida. Comment ça se fait? C'est pas un paradoxe, ça, qu'il y a une maladie qui se guérit, de l'autre côté une maladie dont on ne peut pas guérir en l'état actuel des choses, et pourtant c'est la maladie qui se guérit qui tue presque 10 fois plus que celle avec laquelle on peut simplement vivre avec. Oui, c'est une très bonne remarque. Au fait, je vais rappeler très rapidement cette étude. C'est une étude qui a été menée par des équipes de l'INSERM, du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès, le CEPIDC, en partenariat avec toutes les sociétés savantes et des services des hôpitaux publics. Et cette étude a été menée sur l'année 2001, sur les certificats de décès et les causes attribuables aux hépatites. On dit que cette maladie est grave, peut-elle être mortelle? Et donc pour avoir des chiffres exacts, on s'est retourné au niveau des certificats de décès qui étaient en 2001, qui stipulaient ou pas que la personne est décédée d'une cause liée à une hépatite B ou C. Et sur cette année 2001, on a trouvé qu'il y avait 4000 personnes environ qui étaient décédées d'une maladie liée à l'hépatite B ou C. Ça donc fait quand même du monde, ce qui faisait du monde, oui. avec environ 2600 personnes dues à l'hépatite C et 1400 à l'hépatite B. Il faut dire donc que c'est tous les certificats de décès qui est 2001. Donc de nombreuses personnes aussi, un message, étaient décédées en 2001 avec l'arrivée en urgence dans un hôpital ou n'importe où, de décès d'une maladie d'une cirrhose, et on détectait à ce moment-là que la personne avait une maladie grave liée au C, et un nombre important de ces personnes décédées en 2001 n'ont pas eu accès aux médicaments, aux traitements, au suivi. On sait actuellement en France que sur environ 500 000 personnes contaminées par le virus C, ce qui fait une population très importante, environ un tiers ne sont pas dépistés ou diagnostiqués. Donc le message, c'est que compte tenu que les médicaments ont fait énormément de progrès avec une bithérapie, donc 2 médicaments qu'on donne, avec des taux de succès important d'élimination virale, il faut que les personnes contaminées par le VHC, co-infectées, aillent pour un suivi, pour qu'on leur propose ou pas un traitement. Parce que s'ils ont une maladie qui est sévère au niveau du foie, on leur propose un traitement. S'ils ont une maladie minime, on peut les surveiller et débuter le traitement au moment utile. Alors ce qu'il faut savoir aussi, une grande différence sur les hépatites et le VIH, un truc qu'il faut savoir, c'est que le virus C ou le virus B touche essentiellement le foie. Donc ils ont une atteinte hépatique. Et à ce moment-là, ils vont créer des lésions dans le foie qui vont faire des cicatrices, comme les cicatrices qu'on peut avoir, qu'on appelle la fibrose, qui va progresser jusqu'à une fibrose très avancée qu'on appelle la cirrhose. Et donc, pour éviter la cirrhose et de mourir du foie, on propose ces traitements antiviraux qui vont dans l'hépatite C éliminer le virus et dans l'hépatite B bloquer la réplication du virus. Malheureusement, il existe des cas de non-réponse, c'est-à-dire d'échec de traitement, où dans l'hépatite C, on n'arrive pas à éliminer le virus. Et donc, on fait une surveillance de ces patients. Alors, Hassen connaît cette question de l'hépatite et de la co-infection beaucoup mieux que moi. Ce qu'il me dit, c'est que ces traitements, la bithérapie, interféron plus ribavirine, sont des traitements qui font peur. Et moi, j'ai pas mal de gens qui nous disent que ces traitements, ils les ont vécus comme un véritable cauchemar, alors que vous dites que vous êtes porteur de messages d'espoir par rapport à la prise en charge de l'hépatite. Que pouvez-vous répondre là-dessus? Et puis Hassen aussi, qu'est-ce que tu souhaites dire sur la réalité de ce traitement? On va laisser passer par les tinques, mais honnêtement, moi je pense que les malades qui ont peur, non, il faut y aller, il faut vraiment tenter. Et puis comme on a dit, là, il y a quand même il y a une guérison au bout, et quand il y a la possibilité, il faut pas... Tout à fait. Et puis, on vit aussi avec l'historique. Avant, le traitement était peu efficace et donnait beaucoup d'effets secondaires. Donc, à ce prix-là, avec des traitements qui donnent beaucoup d'effets secondaires qui sont peu efficaces, est-ce que ça vaut le coup d'être tenté? Actuellement, on est avec des traitements qui sont beaucoup plus efficaces, mais c'est vrai qu'ils ont des effets secondaires. Mais chaque personne ne va pas développer tous les effets secondaires de ces traitements. On sait que l'interféron pégylé peut donner de la fatigue, de l'asthénie, de la dépression, mais la personne ne va pas développer tout ça. Donc, il y a certaines personnes qui sont traitées, qui continuent une vie professionnelle, qui continuent une vie active. Et s'il y a un bon encadrement par un bon médecin traitant, la structure, le réseau, l'accompagnement familial, on peut aller au bout d'un traitement. Donc l'objectif quand même, c'est d'éliminer, de guérir. C'est pas donner à la légère, mais en même temps, c'est... Mais en même temps, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'effets secondaires. Il existe des effets secondaires. Voilà, est-ce que ça, c'est pas de la langue de bois de médecin? Parce que moi, quand je lis par exemple des chiffres où on dit que les personnes qui commencent un traitement à l'interféron et la ribavirine, près de la moitié d'entre eux vont penser au suicide, par exemple. Et je me dis, putain, qu'est-ce que c'est ces médicaments-là? Oui, non, je crois pas qu'il faut dire ça. Et je crois pas qu'on puisse dire que c'est la langue de bois. On espère tous qu'on soit
patients, non patients, médecins, tout le monde veut un progrès des médicaments, une meilleure efficacité, des meilleurs effets secondaires. On vit avec les médicaments qui sont actuellement disponibles et les possibilités. On aimerait tous qu'ils ne soient pas... On ne dit pas qu'il n'y a pas d'effets secondaires, on dit le jeu en vaut la chandelle. On dit aussi sur les taux d'interruption de traitement, si vous prenez par exemple des séries avec 1000 personnes traitées, que le taux d'arrêt de traitement pour l'hépatite C chez le mono-infecté par exemple est de 10%. Ça veut dire que 9 sur 10 vont finir le traitement sans avoir un effet secondaire qui était majeur, qui a fait l'arrêt du traitement. Donc la tentative de suicide, c'est un événement rare, heureusement. Par contre, le syndrome grippal, la fatigue, les perturbations de sommeil, ça peut arriver. Et donc nous on accompagne. Nous on n'a aucun intérêt à dire que les effets secondaires sont différents de ce que constate ou que le traitement est plus efficace ou moins efficace. Nous on dit tous, ça progresse, on est content, on aimerait mieux, on voudrait que les traitements marchent encore mieux, on voudrait encore moins d'effets secondaires. Et tout le monde doit aller dans ce sens, les patients, les associations de patients, l'information, les médecins, l'industrie pharmaceutique, pour aboutir à des meilleurs résultats. Ça nous donne, ça encourage, et c'est pour ça qu'il faut continuer à encourager les gens et justement à faire un suivi, parce qu'on n'est pas tous dans le même cas. Il y en a qui ont besoin de commencer un traitement, d'autres chez qui on va attendre un petit peu. Et ben, le tout, c'est aussi de se faire, d'une part, aussi dépister. Parce que, comme on dit, il y en a beaucoup encore qui sont malades et porteurs d'hépatite C et qui ne le savent pas. Donc, c'est important déjà de se faire dépister. Et après, d'avoir un bon suivi avec son hépatologue et de voir... Alors, il est vrai aussi qu'il faut donner tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'on dit le traitement peut guérir, il peut ne pas guérir. Et on peut, à la fin d'un traitement, avoir un virus qui persiste, avoir une maladie qui est un peu avancée, une fibrose, une cirrhose. Et là aussi, on espère que dans un avenir plus ou moins proche, il y aura de nouvelles molécules, de nouveaux moyens de bloquer la maladie, comme les progrès qui ont été faits pour d'autres maladies. Mais Tariq Asselah, vous êtes médecin hépatologue à l'hôpital Beaujon. J'imagine que parmi vos patients, parmi les personnes que vous suivez, il y a des gens issus de l'immigration et de la banlieue, en particulier de l'immigration maghrébine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu ce dont vous êtes témoin par rapport à qui sont les gens qui se retrouvent avec les deux virus? C'est pas anodin. Pour les personnes côté maghrébin qui ont partagé la seringue, c'est une bonne partie des gens qui se retrouvent avec la co-infection. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous voyez dans votre consultation par rapport à cette génération-là, qui sont pour la plupart, de ce que j'en sais, des gars et plus rarement des femmes qui ont passé la quarantaine, qui ont survécu déjà au virus du sida avant l'arrivée des trithérapies, et qui aujourd'hui sont confrontés de plein fouet, prennent en pleine gueule la co-infection et l'hépatite C. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, je peux vous dire quelques mots. Déjà que, avec des traitements qui ont évolué, qui sont un peu plus efficaces, on va essayer de traiter le maximum de personnes, et notamment, on sait que les co-infectés, hépatite C, VIH, vont progresser un peu plus vite vers la cirrhose, donc sont plus à risque. C'est-à-dire que l'hépatite C, c'est pire quand on a déjà le virus du sida. Et donc, si le moment est propice, que le traitement anti-VIH est stable ou qu'il n'y a pas besoin de traitement anti-VIH pendant une fenêtre thérapeutique, il faut envisager le traitement VHC. Et puis aussi, il faut aller de l'avant. C'est vrai que il faut avoir aucune discrimination aussi comme médecin, et traiter, essayer de proposer le traitement à tout le monde. S'assurer aussi qu'il y a un bon accompagnement possible, que l'observance sera bonne, parce que ce n'est pas utile aussi de débuter un traitement d'urgence puis de l'interrompre. Donc il faut qu'il y ait un réseau de structures, des possibilités de traiter. Donc c'est vrai que nous, parmi les communautés, donc moi je suis médecin de l'hôpital public, donc je reçois tout type de patients, tout type de population. Alors il y a une autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est aussi les modes de contamination. Pour l'hépatite C, on sait que les modes de contamination sont anciennement donc l'usage de drogue. On sait que dans l'usage de drogue, sur des études qui avaient été faites chez les usagers de drogue, que la première année, les gens étaient contaminés par échange de matériel, échange de seringues, avec un haut taux de cas. Donc il y a pas mal de gens qui étaient contaminés par l'hépatite C. Y compris des personnes qui avaient échappé au VIH en arrêtant de partager des seringues. Tout à fait, y compris des personnes mono-infectées VHC, anciens toxicomanes, et qui n'ont pas attrapé le VIH. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là, sauf s'il y a une dernière question. C'est-à-dire aussi, pendant pas mal de temps, on parlait pas d'hépatite C aussi, parce que c'est récent. Hein, Oui, tout à fait. Au fait, je crois que c'est aussi le côté de comorbidité. Si vous avez le VIH à l'époque où il n'y avait pas les molécules, les antiprotéases, les personnes décédaient de sida, et c'était au premier plan. Donc l'hépatite C, on ne la voyait pas venir, alors que maintenant on voit les gens arriver dans les hôpitaux avec des hépatites C. Et par ailleurs aussi, chez le toxicomane qui est en difficulté, l'hépatite C, on n'en parlait pas en premier plan. Très bien, merci beaucoup docteur Tariq Asselah, merci Hassen. Ça c'est sur la co-infection hépatite C. Si vous voulez réagir,
Le numéro du studio 01 40 05 06 10. Et surtout, l'émission continue après sur le site survivreausida.net www. On n'a pas entendu Maya. Sur Non, c'est pas depuis tout à l'heure. tout collé.net. Je vous écoute, je sais pas, depuis tout à l'heure. C'est clair et net. J'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Je sais pas. ولا ميس انت وزلت يسحر علي صرافة بيزيد فلاون يوضن وذرا لا يتمازع ولا غميس الفرعون ليس فراير وتاي ميسن يوغرث النظام وذرا الذي يتمكثي وذرا الذي يتمكثي عطان بابا سماتي الجنون ديال العاصمة وكنيسينا الجزائر تكفينا وتكفيكم الجزائر تكفينا وتكفيكم الجزائري لا شوكي صدنا لا بحر شرقي الجزائري لا شاكي سحنا جراكي تجن ثغري ولا غمس العالم إشاس كارير النوم نسن الجزائر ذا غريب سوالني سكزهو ولا غيني سلافال. Retour au studio Maghreb Afrique Survivre au Sida numéro 277. La suite de l'émission, deuxième moitié de l'émission Sida en France, en particulier avec dans le Maya, domaine la médical, pipette. évidemment, un médecin, et pas en parler hors antenne. Maya la VIH, belle. entretien des médecins qu'on entend et qu'on voit encore assez souvent à la télévision. Un des noms les plus connus dans l'histoire des people, séropositif, Charlotte Valandré, Jean-Luc Romero, se font suivre par Willy Rosenbaum. C'est probablement parce que ça doit être un très bon médecin. Très compétent. Ce n'est pas du tout cela qui pour les a autres. provoqué oui, notre. Mais il est aussi président du Conseil national du voilà. SIDA. Donc, Si on l'a rencontré avec c'est pour Maya, cela qu'on l'avait interpellé. c'était justement parce que le Conseil national du SIDA a sorti son avis sur la pénalisation de la contamination par le SIDA. C'est pas la première fois que le Conseil national du SIDA s'exprime sur cette question, mais ça a été l'occasion donc de rencontrer Willy Rosenbaum et d'engager le débat avec lui sur un certain nombre de questions. Sachant qu'à l'émission, on l'avait surnommé Amnésia. Pourquoi ? Parce qu'après l'avoir rencontré, lui avoir parlé pendant 3 heures de l'histoire de l'épidémie côté maghrébin, donc il nous avait reçus au Conseil national du SIDA. Par la suite, dans un entretien, c'est Maya qui posera la question, il a déclaré dans un entretien sur le site de SIDA Info Service qu'il regrettait le fait qu'il n'y ait pas d'association qui s'occupe des maghrébins concernés par le VIH. Alors, il répond dans l'entretien que vous allez écouter à tout ça, c'est pas l'essentiel. Le premier point de notre rencontre avec lui, puisqu'on a parlé de ce problème de discrimination dans la lutte contre le sida, du fait qu'on a l'impression que certaines populations passent avant les autres, qu'il y a un traitement des besoins des gens en fonction de leur place dans la société, dans la hiérarchie sociale, dans l'échelle sociale. La première question qu'on a posée à Willy Rosenbaum, c'était de savoir qui sont pour lui les populations prioritaires dans la prévention. Donc on va écouter sa réponse et on en discute après. Donc pour vous, en matière de prévention, quelles sont les priorités ? Qui sont les populations prioritaires ? Alors, mais c'est toutes les populations vulnérables, et c'est certain. Aujourd'hui, en tout cas, c'est les populations vulnérables, mais pas que. On pourrait décliner ça, mais les populations vulnérables, et on peut dire que pour des raisons multiples, les migrants de première et voire de deuxième ou troisième génération, et toutes les personnes fragiles socialement,
sont particulièrement vulnérables. Et est-ce que dans la lutte contre le sida aujourd'hui, vous avez le sentiment que toutes les populations sont logées à la même enseigne, ou est-ce qu'on est encore dans la priorité en fonction de sa place dans la hiérarchie sociale? En clair, on s'occupe de la prévention des homosexuels d'abord et les autres populations passent après. Est-ce qu'on en est encore là? Est-ce qu'il y a du chemin à faire pour avancer, pour avoir une égalité réelle face à la prévention? Depuis le début, vous essayez de me faire prendre des positions, je dirais, subjectives. Eh bien, je vais vous donner une réponse, pour une fois, à ce type de questions. Bien entendu, on a suffisamment d'éléments pour dire que le traitement de la prévention n'est pas égalitaire aujourd'hui en France. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça légitime que le CNS existe et qu'il puisse pointer sur ces difficultés ou ces discordances ou sur ces inégalités et qu'il puisse apporter des éléments pour y remédier si possible. Ça, c'était la réponse de Willy Rosenbaum donc à la question qui sont les populations prioritaires dans la prévention. Vous l'avez entendu, et le président du Conseil national du sida reconnaît que ce qui est en fait un secret de polichinelle, parce que c'est quand même largement admis, même si personne, c'est un tabou dans la lutte contre le sida de le dire, que le traitement de la prévention n'est pas égal selon les populations. Il a un peu de mal à trouver les mots là quand tu lui demandes par rapport aux populations, quoi, aux personnes concernées. On sent qu'il est hésitant, il veut blesser personne. Ben, c'est ce qu'on a senti. Tout l'entretien était comme ça, hein, Maya. Est-ce que tu veux raconter un peu? Bah oui, c'est-à-dire que quand les questions étaient posées, c'était souvent répondu à côté. Il fallait préciser. Bah, d'ailleurs, de toute façon, l'entretien a duré 1 heure. Donc, cela dit, il a accepté de nous recevoir, de débattre et d'engager la discussion. Là où il s'est un peu justifié, c'est qu'il nous a dit, écoutez, moi je suis président du Conseil national du sida, donc je ne peux pas donner mon avis personnel. Voilà. Il ne pouvait pas être subjectif. Tariq Asla, le traitement de la prévention dans la lutte contre le sida est-il égalitaire? Oui, moi je ne vais pas me prononcer sur l'entretien que vous aviez eu où j'étais pas présent. Non, mais sur la question, en tant que médecin, est-ce que vous pensez que sur la question, je suis d'accord. Tout le monde est logé à la même enseigne. Il existe des inégalités, et je suis d'accord que dénoncer ces inégalités, l'objectif, c'est d'y remédier, les améliorer ou de faire en sorte. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut le dire, qu'il faut proposer des actions de manière à ce qu'il y ait moins d'inégalités, et il est vrai qu'il y a des inégalités, qu'on les constate tous. Alors, justement, le fait que Willy Rosenbaum dise... Oui, je voulais juste dire, pardon, excusez-moi, juste une seconde, je ne vais pas me prononcer sur... Je me prononce toujours en présence de la personne pour discuter avec elle. Ah non, mais on ne vous a pas demandé de vous prononcer sur ce que dit Willy Rosenbaum, simplement votre avis à vous. Maintenant, il nous a quand même, c'est implicitement une proposition, une porte ouverte, puisqu'il dit que il considère que ça fait partie des tâches du Conseil national du sida de s'attaquer à ces inégalités. Donc il faudrait par exemple interpeller sur la plateforme interassociative pour la prévention, ou sur le Café Lunette Rouge, ou sur le qu'est-ce que vous en pensez? Essayez de lui poser quelques questions, voilà, lui demander lui aussi son point de vue, qu'est-ce qu'il en pense. Exactement, ça me paraît de toute façon juste de dire qu'il existe des inégalités, c'est une proposition pour rebondir. Donc il dit qu'il faudrait tout à fait proposer des choses. Alors cela dit, l'interview a été menée en partie sous forme de réquisitoire, avec même un moment de règlement de compte. C'était Maya qui a posé la question à Willy Rosenbaum. Pourquoi et comment il avait pu ainsi nous oublier? Surtout, qui pourrait oublier Maya, qui est inoubliable, ou Hassen, bien sûr. Google vidéo, comme ça vous aurez là. C'était exprimé dans l'entretien accordé à Sida Info Service. C'était pas non plus la presse quotidienne nationale, mais il s'est exprimé sur l'oubli des Maghrébins dans la lutte contre le sida. Moi, j'étais content de voir ça, parce que je me suis dit, on n'a pas perdu notre temps. Mais ensuite, il y a le moment où il dit... en fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'association qui s'occupe des Maghrébins. Réponse, donc, échange avec l'intéressé. Règlement de compte à l'hôpital Saint-Louis avec Willy Rosenbaum. Alors, sur l'histoire, Maya avait une question. On a vu que vous avez récemment dit un certain nombre de choses dans un entretien sur la communauté maghrébine. Et on était un petit peu étonnés. C'est Maya qui va vous expliquer. Oui, parce qu'on est venu vous rendre visite au Conseil national du sida en vous expliquant qu'on était une communauté, un comité qui lutte contre le sida justement dans la communauté maghrébine. Et puis, on est multi... il n'y a pas que les Maghrébins, il y a un peu de tout chez nous. Et vous êtes quand même étonné que rien ne se fait.
Et ce qui m'étonne encore, c'est que et puis c'est pas ça. Non, Je le redis. et puis Je le redis. non, mais ce qui m'épate, c'est que vous dites comme ça que je ne prétends pas que seules des associations de Maghrébins doivent s'occuper des Maghrébins. À partir du moment où on a du mal à comprendre pourquoi les Maghrébins ont de la difficulté avec. Et vous dites ça serait bien qu'il y en ait. Pourtant, il y en a une qui lutte depuis 10 ans. Vous nous aviez rencontrés, on a parlé plus de 3 heures. Et après, vous dites il n'y en a pas. Mais je maintiens. Attendez, je maintiens. Quand je dis il n'y en a pas, je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas du tout. Vous me dites vous-même, il y en a une. Et moi, je vous dirais, il y en a 3 en France. Mais attendez, est-ce que c'est suffisant? C'est ça que je veux dire, simplement. Moi, ça m'a fait marrer, effectivement. Je suis tombé sur votre truc, là. Je me suis dit, ça y est, il délire encore. Mais voyons, vous ne pouvez pas me faire le reproche de ça. Enfin bon, vous pouvez toujours, mais moi, ça me fait... Je n'avais même pas envie de vous répondre là-dessus. J'aurais pu, initialement... Vous voyez, moi aussi, j'ai des réflexes primaires. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il déconne? Et j'aurais pu... Puis je me suis dit, non, je ne vais pas répondre. Bon, vous êtes là, je vous réponds. Non, bien entendu, vous pouvez... Attendez, évidemment qu'il n'y en a pas assez. C'est ça que je veux dire. Enfin bon. Par exemple, on sait à l'hôpital Saint-Louis qu'il y a un certain nombre de patients maghrébins qui viennent du quartier aux alentours et tout ça, hein, notamment des anciens de ce qu'on appelle les Chibani. Nous, on s'est rencontrés au moins. Peut-être qu'on se connaît pas très bien. Ça fait partie du problème. Nous, on serait prêt à venir demain proposer une aide, un soutien aux personnes qui sont hospitalisées. Mais puisqu'on n'existe pas, c'est un peu difficile de le faire. Voilà la teneur de l'échange avec Willy Rosenbaum. Enfin, ça c'était en fait extrait de la fin de l'entretien. Plutôt que d'épiloguer sur l'échange et si vraiment il a nié l'existence du comité ou pas, parlons de ces personnes qui sont hospitalisées à l'hôpital Saint-Louis et le fait qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne pour répondre à leurs besoins. Il semblerait que les permanences hospitalières n'existent plus vraiment ou de moins en moins dans les services. Oui. Maya, comment tu vois cette question? Est-ce que pour toi, mettre en place, intervenir dans les hôpitaux auprès des personnes malades, c'est important? Bien sûr que c'est important parce que ces gens-là sont complètement isolés et ils ont besoin d'aide, qu'elle soit ne serait-ce qu'un soutien, mais aussi un problème administratif, parce qu'être hospitalisé, ça demande pas mal de sacrifices. Hein, non sans sacrifice pour soi-même, mais au niveau de la vie, au niveau de sa vie, tu vois. Donc ces gens-là sont là-bas, isolés, et en fin de compte, de moins en moins des associations sont mises en place. Puis il y a des personnes. On sait que, comme là tu disais chez Bagny, on sait qu'il y a une catégorie de gens qui vont pas aller, par exemple, qui vont pas aller voir telle et telle association. Par exemple, en parlant d'associations, qui vont pas aller dans certaines associations qui se retrouveront pas là-dedans et qui ont besoin quand même d'informations. Tariq Asla, dans votre consultation d'hépatite, est-ce qu'il y a des besoins que vous pouvez identifier par rapport à vos patients qui vivent en cité, c'est-à-dire en banlieue, qui sont confrontés, comme on dit dans le jargon, à des problèmes de précarité, qui sont dans la galère, qui savent, qui en bavent? Bien sûr, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations de précarité. Et je crois que lorsque les soutiens publics globaux, les crédits diminuent, ce sont les personnes les plus fragiles et les plus précaires qui vont en payer le prix et être dans le plus besoin. Je voudrais aussi revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, que si on souhaite qu'il y ait plus d'associations, qu'il y ait plus de soutien, qu'il y ait plus de possibilités, je crois qu'il faut aller de l'avant, un côté positif, et essayer d'en créer plus, de faire plus de choses. Bah écoutez, nous on est déjà là. Non, mais moi je vous encourage et bravo. C'est gentil, c'est gentil. Merci Tariq Asla. Alors l'objet de la rencontre avec Willy Rosenbaum, c'était de revenir sur ces histoires qui nous minent depuis 2 ans maintenant. La question de la criminalisation des séropositifs et de savoir qui en France aujourd'hui défend l'enfermement des séropositifs. C'est-à-dire qu'un séropositif dont on dirait, on apporterait la preuve qu'il aurait contaminé, transmis le virus à une autre personne, serait coupable de quelque chose qui relèverait en tout cas d'un délit pénal et peut-être voire même d'un crime. Le Conseil national du sida n'est pas du tout d'accord avec cette proposition. C'est le sens de l'avis qui a été rendu par le Conseil. Et il faut rappeler un petit peu l'histoire. C'est la pratique du bareback, le sexe sans capote, qui a provoqué dans un milieu bien précis, chez les homosexuels français, un débat sur la responsabilité de chacun dans les prises de risques. L'ironie de ce débat, ça a été que le premier condamné pour contamination
Hein, c'était qui? C'était un Un homme voilà. hétérosexuel. Voilà. Alors que représentent réellement les partisans des procès pour contamination? À l'émission, on a beaucoup parlé de cette question. Il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont réagi sur le site, des séropositifs de tous bords, et pas que ceux qui occupent des responsabilités associatives ou qui sont militants, qui ont pu s'exprimer sur la manière dont vous vivez au quotidien le fait que très probablement, hormis des cas de figure bien précis, le sang contaminé, etc., c'est probablement soit en partageant une seringue, soit à travers une relation sexuelle non protégée que vous avez été contaminé. En France, on connaît finalement deux individus qui ont réclamé publiquement, articles de presse, émissions de télé à l'appui, l'enfermement des séropositifs qui contaminent une autre personne. Je vais les nommer, c'est un secret pour personne. Il s'agit de Didier Lestrade, fondateur d'Act Up Paris et aujourd'hui sans mandat associatif, et Barbara Wagner, présidente de Femmes Positives. En fait, malgré tout le bruit médiatique orchestré par ces deux individus, la question que je voulais poser à Willy Rosenbaum, qui a reçu des dizaines d'associations et en principe, l'ensemble des acteurs ou un panel représentatif des acteurs de la lutte contre le sida, en dehors de ces deux, Lestrade et Wagner, est-ce qu'il y a qui que ce soit d'autre qui était content qu'on enferme un séropositif, qu'on enferme Christophe Morat en 2004 ? Où se situe la ligne de démarcation sur la pénalisation ? Quelle proportion des personnes auditionnées représentent les personnes qui ont salué l'enfermement de Christophe Morat ? Et est-ce qu'on peut objectivement, de par leur nombre, dire que les gens qui prônent la pénalisation de la transmission sont d'une part minoritaires et d'autre part qu'il s'agit d'une position extrémiste? Voici comment Willy Rosenbaum, président du Conseil national du sida, a tout fait pendant 4 minutes et 8 secondes pour contourner et éviter de répondre à ces questions, malgré toute leur pertinence pour comprendre ce débat. Alors ça c'est la position que vous avez affirmée, un avis du Conseil national du sida dont vous venez de donner une brève présentation. Comme vous l'avez expliqué, vous avez procédé à des auditions, vous avez reçu de nombreuses associations, de nombreux acteurs de la lutte contre le sida. Et ma question c'est, à partir de ces auditions, quelle est votre appréciation, où se situe la ligne de démarcation, la ligne de partage sur la question de la pénalisation? Et les personnes que vous avez entendues, écoutées, reçues au Conseil, ceux qui ont salué l'enfermement de Christophe Morat, par exemple. Ceux qui ont dit que oui, finalement, il pouvait y avoir un motif, cela pouvait être légitime de faire un procès à une personne séropositive pour avoir contaminé. Ces personnes, ces partisans, peut-on les qualifier de minoritaires? Que représentent-ils dans le champ de la lutte contre le sida? Peut-on les qualifier de minoritaires, objectivement, par leur nombre peut-on, de votre point de vue, qualifier les personnes qui réclament l'enfermement des séropositifs, que ce soit au nom de la morale, de la santé publique, ou voire même de la vengeance, peut-on qualifier cette position, cette revendication-là d'extrémiste? Deux questions complètement distinctes. Vous me posez des questions, vous me demandez de donner un avis. Je vais essayer d'éviter de le faire parce que de fait de ma position, je ne peux pas donner un avis trop personnel. Mais quand même, vous savez, moi j'avais des a priori avant de commencer d'entendre les gens comme vous le dites. Et c'est vrai que c'est un sujet complexe. Parce qu'il aborde des aspects purement juridiques, des aspects humains, des aspects de santé publique, de prévention. Et d'ailleurs, on a entendu énormément de gens, comme vous le savez. Ça a pris 1 an pour auditionner. Et je pense qu'au niveau du Conseil, ça a passionné vraiment tout le monde. En tout cas intéressé et mobilisé les gens, parce que c'est un sujet complexe et qu'il n'était pas si facile que ça de prendre une position. Je vais essayer de répondre très spécifiquement à votre question. À part Didier Lestrade et Barbara Wagner, présidente de Femmes Positives, est-ce qu'il y a qui que ce soit d'autre qui revendique, qui réclame, qui a salué l'enfermement de Christophe Morat ou qui milite pour la poursuite des procès pour contamination? Je ne peux pas répondre à cette question parce que le problème ne se pose pas comme ça. Premièrement, une affaire. Je ne peux pas me prononcer sur une affaire donnée parce que... Sur la base des auditions au Conseil, quelle proportion des personnes étaient pro-pénalisation? Nous ne sommes jamais mis dans une position, si vous voulez, de prendre parti pour tel ou tel. Voilà. Et vous ne pouvez pas me demander de faire ça. Je sortirais complètement de mon rôle et ce ne serait bénéfique pour personne, je crois. Mais est-ce que pour vous, ces prises de position peuvent être qualifiées d'extrémistes? Je ne peux pas répondre à votre question, voyons. Soyez sympathique, comprenez ma position. Non. Premièrement, il faut que tout le monde arrive à comprendre qu'aujourd'hui, chaque individu
a le droit de recourir à la justice s'il se sent lésé. Et ce droit-là, quoi qu'on fasse, quelle que soit l'opinion qu'on ait sur ce sujet, il faut accepter qu'il existe. Je pense qu'il y a un très large consensus en France pour accepter cette idée-là. À partir du moment où une personne, légitimement ou non, se sent lésée, ça fait partie vraiment des droits fondamentaux de chaque individu de pouvoir porter plainte. Ça, c'est une première chose. Alors maintenant que... Non, laissez-moi terminer quand même, c'est important, vous me posez une question extrêmement importante. Donc, que ce soit légitime, pas légitime, qu'on trouve ça extrémiste, pas extrémiste, que ce soit 1%, 1 pour 1000, 1 pour 10 000, une personne sur 60 millions de Français qui ait cette opinion, il faut, et je suis sûr que vous allez être d'accord, que la loi lui permette, s'il se sent lui-même lésé, de s'exprimer. Ce n'est pas un problème de pourcentage. Pour Willy Rosenbaum, porter plainte, c'est donc un droit pour tout le monde, y compris des séropositifs qui souhaitent faire un procès à la personne qu'ils estiment responsable de leur contamination. Et selon Willy, il y aurait un très large consensus sur le fait que porter plainte doit rester possible dans des cas de contamination. Lorsqu'il me demande dans l'entretien que si je suis au moins d'accord là-dessus, je lui réponds non, en rappelant certains volets de l'histoire du sida où on a vu des médecins sortir de leurs droits de réserve pour essayer d'empêcher des procès, des plaintes dans l'affaire du sang contaminé et pour défendre notamment l'idée qu'on peut être responsable mais pas coupable. On est d'accord là-dessus ? Non, Si. mais juste le parallèle et le peu de... On ne peut pas Sur l'affaire... Moi, j'aimerais faire un parallèle qui... Pas pour Il polémiquer. faut que chaque individu qui se sente lésé ait la possibilité de porter plainte. Mais sur l'affaire du sang contaminé, par exemple, pendant des années, des médecins, des experts, des professionnels de santé publique ont tout fait pour que les personnes contaminées par le sang transfusé ne déposent pas de plainte au pénal. Il faut attendre jusqu'à que Jean Perron-Garvanoff et l'association des polytransfusés déposent plainte pour que... et contre l'avis des médecins. Pourquoi, sur cette histoire de pénalisation, où il y a une longue histoire de défense de principe qui a permis d'affirmer une solidarité entre personnes séropositives, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que là, tout d'un coup, les droits individuels reprennent le dessus sur la solidarité collective vis-à-vis des séropositifs? Vous êtes trop polémique. Ils ont porté plainte et il y a eu plusieurs procès et répercutants et tout ça a été largement débattu et à aucun moment dans cette histoire que vous évoquez, le droit de porter plainte a été remis en cause. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Mais n'importe. Revenons à ça. À partir du moment où on accepte ça, le sujet ensuite revient à la justice. Et le CNS n'a pas vocation, ni personne, et je crois que personne n'aurait à gagner, dans aucun sujet, à ne pas laisser la justice... faire le travail des médecins, faire des évaluations médicales sur des cas de transmission du VIH. Elle peut s'appuyer sur des expertises, elle peut s'appuyer, mais vous voyez, remettre en cause, d'une manière générale, la justice, ou le fonctionnement de la justice, je sais que beaucoup de gens le font, la justice peut se tromper, mais il y a des recours, enfin, il faut que le fonctionnement démocratique puisse se faire. C'est les fondements de notre société. On peut après porter une appréciation sur tel et tel jugement, les avocats sont là pour le défendre, enfin, c'est le jeu démocratique que chacun peut apprécier, qui peut parfois se tromper, qui peut être pipé, et on connaît pas mal d'exemples, mais vous ne pouvez pas me demander en tant que président du CNS de remettre en cause un jugement. Et une affaire particulière, ce n'est pas possible. Je peux avoir une appréciation privée sur tel et tel élément qui sont intervenus dans tel ou tel jugement. Mais on est obligé d'en rester sur les grands principes, parce que c'est là-dessus qu'on peut se prononcer. Mais en restant sur les grands principes, on ne peut que déboucher sur la catastrophe que vous évoquez, c'est-à-dire de plus en plus de séropositifs condamnés, de plus en plus de séropositifs en prison, alors que pour le même comportement, s'ils n'étaient pas séropositifs, ils ne seraient pas condamnables. C'est-à-dire un rapport non protégé pour un séronégatif n'est pas pénalisable. Non, je ne veux pas rentrer dans un débat juridique compliqué, parce que, encore une fois, comme vous le savez, en France, la loi permet de porter plainte sous plusieurs types d'inculpations dans ce type de circonstances. Et il peut y avoir... Je vous rappelle que dans la loi française, même lorsque le couple est consentant,
même lorsque le couple est consentant. Il faut le savoir. Lorsqu'on est porteur ou lorsqu'on fait prendre des risques à son partenaire, même si le partenaire est consentant, on peut être puni. On peut être puni. Ça, c'est la loi française. C'est, ne serait-ce que pour non-assistance à personne en danger, même si le partenaire est consentant. Alors après, on peut être puni, on peut être condamné, et puis il peut y avoir des circonstances atténuantes qui font que la peine est plus ou moins importante, en particulier si la personne est consentante. Mais ça, c'est déjà inscrit dans la loi française. Vous voyez, l'aspect purement juridique est un aspect extrêmement complexe, quoi, hein. Et nous, notre rôle, c'était quoi? C'était bien entendu pas, et ce n'est pas possible, parce qu'on n'est pas du tout... C'est le Parlement qui vote les lois. On ne va pas remettre en cause une loi. Pourquoi pas? Vous le faites quand même, même très pudiquement, sur le droit au séjour. Hein. Non, on ne met pas en cause une loi, on met en Quand l'épidémie avait un autre visage, on voyait les médecins, les responsables, les institutionnels un peu plus prêts à enfreindre la loi, notamment sur la question de l'homosexualité et sa légalisation, sur la question de la reconnaissance des droits des malades. Comment se fait-il qu'aujourd'hui... On peut plaider, premièrement, pour qu'une loi qui n'est pas votée prenne en compte un certain nombre de choses. Et là, on est dans notre rôle. Donc, on peut plaider avant qu'une loi soit votée pour qu'elle prenne en compte un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été réfléchis, premièrement. Deuxièmement, on peut plaider lorsqu'une loi nous paraît dangereuse pour qu'elle soit amendée ou modifiée. Mais vous voyez, une loi qui dit simplement qu'on peut porter plainte lorsqu'il y a une non-assistance à personne en danger, qu'une loi très générale, qui peut être appliquée à plein de circonstances. Qu'est-ce que vous voulez qu'on plaide? Pourquoi? On plaide pour ce qu'on fait. C'est-à-dire que lorsque cette loi est invoquée et qu'elle doit être appliquée, que les juges prennent en compte un certain nombre de conséquences. Voilà. Mais vous voyez, une loi, quelle serait notre légitimité à dire il faut supprimer la loi qui consiste à dire que l'administration de substances nuisibles, puisque c'est l'une des motifs de plainte qu'il peut y avoir, ou la non-assistance à personne en danger, qui est un truc très général, puisse être abrogée. On n'a aucune légitimité. Et puis, vous voyez, c'est vraiment... Vous direz qu'en tant que médecin, vous ne pouvez pas vous prononcer sur la transmission du maladie et sa signification... Non, la loi qui est invoquée dans l'histoire n'est pas une loi spécifique pour le VIH. C'est une loi très générale. Donc, on peut juste plaider pour que quand cette loi est invoquée pour porter plainte, qu'elle puisse être appliquée avec discernement et en prenant en compte d'autres éléments. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on fait là. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire. Il ne faut pas nous demander de faire des choses qui ne sont pas dans notre fonction et qui sont du rôle du législateur. Et là, c'est toute une autre action à mener, hein. Alors ça, c'est le dernier volet de notre entretien avec Willy Rosenbaum. L'intégrale de l'entretien sera sur le site survivreausida.net. Avant de recueillir un dernier tour de table, il nous reste à peu près 2 minutes. Je rappelle qu'en juin 1991, le Conseil national du sida, contrairement à ce qu'affirme Willy Rosenbaum, il y a 15 ans, avait trouvé le courage pour s'opposer à un amendement, à une proposition de loi qui pourrait mettre à mal le secret médical, justement sur la base de ce motif-là. Dernier tour de table en quelques phrases. Alors, on va commencer par Tariq Aslam, mais vraiment en 1 ou 2 phrases. Votre dernier mot sur le propos de Willy Rosenbaum et l'échange un peu vif avec lui. Non, moi, en quelques mots, puisque c'est la dernière fois là, que j'ai la parole pour l'émission, je voulais remercier tout le monde de cette invitation. Je sais que le sujet... Merci à vous. Merci. Ça m'a fait plaisir d'être là et de parler des hépatites. Et si je devrais dire juste un mot sur un sujet plus qui me concernait, c'est que les hépatites B et C, donc c'est un problème de santé publique important. C'est important en cas de co-infection. Il faut se faire dépister, se faire suivre, se faire traiter. Les traitements ont nettement progressé. Et je vous remercie tous. Absolument. Merci, docteur Tariq Aslam. J'espère que vous reviendrez à l'émission pour continuer la discussion et répondre aux questions des auditeurs. Avec plaisir. Voilà. Hassan, dernier mot sur Willy Rosenbaum et sur l'émission pour aujourd'hui. Moi, je pense que là, il tourne autour, il tourne, et donc après, comment? Alors, on peut pas non plus, il faut faire attention, parce que condamner aussi, on sait que, par exemple, quelqu'un qui va se faire dépister, hein, c'est un dépistage anonyme, il dit pas qu'il est séropositif, il dit rien, il continue à faire ce qu'il veut, et donc, il faut faire attention de la façon dont aussi on condamne aussi, parce que quelque part, après, rien n'empêche de se cacher.
Maya, dernier mot, Bah oui, c'est un reviens à petit- toi. Bah oui, je pensais Oui. à un truc là. Hassen disait un truc qui était pas mal, c'est qu'en fin de compte, c'est vrai que dès le départ, si la prévention se faisait, tu sais, les moyens de transmission et tout, donc automatiquement. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'aussi Rosenbaum, bah, il répondait à côté, puis que comme il est président du Conseil national du SIDA, il pouvait pas se permettre de. Mais il aurait pu, de parce que donner- sur d'autres questions, il l'a fait. Sur Ouais. d'autres questions, il y a eu des médecins qui se sont engagés. C'est quelque part qui doit faire le calcul que c'est pas rentable de se prononcer sur ces Tout à questions-là, fait, tout à sur fait. des hétéros en prison, Bah, bien sûr. par exemple. Bien sûr, parce que Bon, c'est un problème très important. il voudrait encore m'accuser d'être trop polémique. C'est la fin de Maghreb Afrique sur Vivre au Sida Notre pour soirée. aujourd'hui. Bonne soirée. La suite de l'émission en images grâce à Eric et en photo grâce à Jamal qui est avec nous aujourd'hui. Merci à Jacques. Merci, N'oubliez pas la soirée du à toutes et à premier tous. Le Premier jour, premier, le lundi soir. backstage de l'Opus Hein, Café, Opus Café. Ils sont à pas partir là. de 21h. www.survivresida, tout Sida.net, collé, voilà. .net, toutes les infos. Bonne semaine à toutes et à tous. On vous quitte avec Saïd Meznaoui qui était en direct avec nous à Survivre au Il y a Sida. 15 jours, effectivement. أنا بالله يا سيدي